Tout d'abord, plantons un peu le décor. De nos jours, vivre en couple sans être marié, être célibataire, changer régulièrement de partenaire, quitter sa compagne ou son compagnon sur un coup de tête parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ne choque plus personne, ou presque. Depuis la révolution sexuelle initiée dans les années 1960 et cristallisée dans les événements de mai 68, ces pratiques et modes de vie sont peu à peu rentrés dans les mœurs. Même le goût pour la pornographie, les préférences affichées pour le sadomasochisme, l'échangisme, l'amour à plusieurs, ne sont plus globalement stigmatisés comme des déviances ou des anomalies. Lorsque la question de l'amour libre prend de l'ampleur dans le discours anarchiste à la fin du XIXe siècle, une telle liberté est tout simplement impensable. Le XIXe siècle voit en effet s'imposer le modèle d'une sexualité très restrictive, envisagée seulement dans le cadre du mariage officiel, hétérosexuel, monogame et dans un but de procréation, on l'a évoqué ce matin. Toute activité sexuelle qui n'est pas accomplie dans un but de reproduction est donc considérée comme une perversion. Il est intéressant de noter à cet égard que le terme hétérosexualité apparaît dans les années 1860 précisément pour désigner toutes les activités sexuelles qui n'ont pas pour but la procréation. Donc on est très éloigné du sens que le mot a actuellement. Donc des prescriptions et des interdictions définissent les normes qui sont garantes de la moralité et de la régulation des comportements sexuels. À la fin du XIXe siècle, la sexualité est donc considérée comme un véritable enjeu social incarné dans des normes qui sont établies par l'Église, par la médecine et par l'État. On en a parlé ce matin, la religion catholique ne considère comme normal que les rapports sexuels potentiellement féconds entre un homme et une femme et uniquement dans le cadre du mariage. Toute relation ne correspondant pas à ces critères relève du péché, voire du crime. L'adultère, la fornication, l'amour libre, le concubinage, le divorce et leur mariage sont tout à fait inacceptables. La médecine, en particulier par le biais des disciplines qui se développent alors, telles que la psychiatrie, la sexologie ou la psychanalyse, renforce ces positions morales en leur donnant une assise scientifique. Elle distingue ce qui est normal, c'est-à-dire l'acte sexuel ayant pour but la perpétuation de l'espèce, de ce qui est anormal, donc pathologique, c'est-à-dire toute autre pratique sexuelle. La théorie de la dégénérescence, notamment, contribue à définir comme perversion, c'est-à-dire comme source de maladie, tout ce qui sort du cadre de l'hétérosexualité conjugale reproductive. L'hystérie, par exemple, est attribuée à toutes les femmes qui ne rentrent pas dans les canons de la morale sexuelle imposée. Enfin, l'État mène au XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle une politique visant à encourager la norme établie en matière de sexualité. Assumant sa dimension paternaliste, il prend des mesures, d'une part, afin de rendre les citoyens vertueux, en assortissant par exemple l'adultère de sanctions pénales, et d'autre part, afin d'éviter les scandales, en réglementant la prostitution ou en condamnant l'exhibitionnisme et le viol, par exemple. Vous pouvez imaginer que dans ce contexte, et vous allez rapidement comprendre pourquoi, la promotion de l'amour libre par les anarchistes est plutôt sulfureuse. Alors, pourquoi l'amour libre ? Sur quels arguments repose la promotion de l'amour libre ? Cette conception de l'amour libre par les anarchistes repose sur une critique de l'institution du mariage et des fondements de la société patriarcale dans laquelle cette institution s'est développée. Pour les anarchistes, en effet, les aberrations de l'institution du mariage suffisent à justifier l'amour libre. En amour, comme dans le domaine des plaisirs, comme dans le domaine de la politique et de l'économie, il s'agit de supprimer toute forme d'autorité ou de propriété. De très nombreux textes sont écrits contre le mariage à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Je vais prendre comme exemple 2 brochures qui sont écrites en 1898 par des anarchistes français et qui connaissent une large diffusion, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Il s'agit de L'amour libre de Charles Albert et de L'immoralité du mariage de René Chaugy. Ces 2 textes, sur base d'une déclinaison logique du rejet anarchiste de toute forme d'autorité, à commencer par celle de l'Église et de l'État, énumèrent sur un ton parfois sans équivoque les raisons pour les anarchistes de rejeter le mariage au profit de l'amour libre. Ces arguments sont partagés par tous les anarchistes
y compris par des femmes telles que Madeleine Pelletier, Nelly Roussel ou Sofia Zaïkowska, j'en parlerai un peu plus loin. Tous constatent que les lois et les coutumes qui règlent le mariage et définissent les conditions de l'amour ne réglementent finalement que la possession des femmes et relèvent donc de la prostitution. Alors, quels sont ces arguments contre le mariage ? Premièrement, le mariage entraîne l'obligation officielle de sa reconnaissance par l'État. Or, sous le prétexte de la morale, cette obligation donne à l'État un moyen supplémentaire d'asservir les hommes. De les entretenir, je cite, dans un esprit d'obéissance et de pouvoir mettre la main aisément sur les futurs rejetons qu'ils se doivent de lui donner, puisque la reproduction est considérée comme un devoir. Deuxième argument, la majorité des mariages sont conclus pour des raisons financières plutôt que pour des raisons sentimentales. Pour Emma Goldman, par exemple, le mariage relève d'un arrangement économique dans lequel la femme échange son corps, son individualité et sa liberté contre une promesse de sécurité, donc de confort et de bonheur. Cette dimension financière peut aussi impliquer que des hommes incapables d'assumer financièrement un mariage soient condamnés à la solitude et que des femmes qui ne représentent pas un bon parti soient condamnées également à la solitude. Troisième argument, les anarchistes dénoncent l'hypocrisie qui règne en matière de sexualité, et ce, dès la cérémonie qui célèbre l'union des nouveaux mariés. Je cite de nouveau une phrase assez drôle de René Chaugy, en faisant référence à cette cérémonie. « Faute de ce baragouin préalable, leur fornication de ce soir n'eût été qu'une chose malpropre et criminelle, grâce aux paroles sans doute magiques de l'homme au ventre bariolé, sous-entendu le maire au sein du drapeau national. Cela devient un acte normal et sain, que dis-je, un devoir social. » René Chaugy va jusqu'à assimiler cette cérémonie à ce qui se passe dans les maisons de prostitution, en disant « En quoi cette bacchanale diffère-t-elle du cabinet particulier où là aussi on se saoule, on tape sur le piano, on gigote et l'on braille devant que de forcer les corsets et d'attaquer les dessous ?» En outre, pour les anarchistes, que vaut le oui d'une jeune fille qui, du moins théoriquement, ne connaît rien à la sexualité ? En d'autres termes, le mariage est considéré dans le meilleur des cas comme de la prostitution légale, dans le pire comme un viol public préparé par une orgie. Quatrième argument, alors que le mariage est censé garantir la fidélité entre les époux, force est de constater que de nombreux hommes ont des maîtresses et que de nombreuses femmes ont des amants. Les anarchistes pensent que c'est inévitable. Jamais la législation ne pourra garantir la fidélité entre les époux, tout simplement parce que, je cite de nouveau, parce que la monogamie et la monoandrie sont contre nature. D'une part, il n'y a pas un nombre égal d'hommes et de femmes. D'autre part, les lois n'ont jamais réussi à empêcher les individus de suivre leur passion. Outre que ces lois sont une intrusion dans la vie privée, elles contribuent simplement à les rendre malheureux en leur imputant des crimes qui n'existent, je cite de nouveau, que dans l'imagination dépravée des législateurs. André Lorulot, dans une brochure intitulée « Procréation consciente », va plus loin en niant que les couples mariés puissent ressentir du plaisir pendant l'acte sexuel à cause des barrières qui leur sont imposées. Il dresse un portrait peu élogieux des couples mariés. Alors, de nouveau, apparemment je peux déborder, donc je vais de nouveau citer une petite phrase un peu drôle. Voilà. Donc André Lorulot dit « Les gens mariés dont la vilainie morale engendre certes la laideur physique s'accouplent sans plaisir entre les draps sales de la légalité et du pouvoir. Ils n'obéissent aux instincts naturels qu'avec répugnance et maladresse. Et les rutes alcooliques et brutaux de leur corps crasseux aboutissent sans hésitation à la procréation aveugle et irréfléchie de nouveaux cuistres, à la cervelle vide et au sens endormi. » Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je peux faire des copies. Cinquième argument contre le mariage. Le mariage implique de facto la soumission de la femme à l'homme, qui devient en quelque sorte ainsi propriétaire de son épouse. Pour rappel, à l'époque, sur le plan du droit, dans ce domaine, comme dans celui du droit de vote ou de l'accès au travail, la femme n'a pas le même statut que l'homme à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'elle se marie, la femme se soumet à l'homme du point de vue économique. Ce n'est qu'en 1900, en Belgique, que la loi reconnaît à la femme mariée le droit à l'épargne ainsi que le droit d'obtenir un contrat de travail et d'encaisser son propre salaire, à concurrence d'un certain montant. Et il faut attendre 1976 pour que la loi soit reconnue
légale de l'homme dans le mariage, notamment pour ce qui concerne la propriété matrimoniale. Même dans la punition de l'adultère, une différence est faite entre l'homme et la femme. Dans le Code pénal de 1810, l'adultère est sanctionné d'une peine de prison pour la femme et d'une simple amende pour l'homme. Et encore, pour l'homme, il faut que ce soit assorti de la condition que l'adultère ait lieu dans le domicile conjugal. Une légère adaptation est faite dans le Code pénal de 1867. À partir de ce moment-là, une peine de prison est applicable pour l'homme aussi bien que pour la femme, mais elle est moindre pour l'homme que pour la femme. Alors, au fil du temps, bien que la jurisprudence ait interprété cette législation de manière de plus en plus souple, il faut attendre 1974 pour que l'homme et la femme soient placés sur un pied d'égalité dans la sanction de l'adultère, désormais seulement passible d'une amende. Alors, comment les anarchistes conçoivent-ils l'amour libre ? La problématique de l'amour libre dans le discours anarchiste peut sembler à première vue anecdotique. Elle occupe pourtant une place importante dans la pensée libertaire et constitue notamment une ligne de partage entre les tendances marxistes, pour lesquelles la révolution est strictement politico-économique et où la libération sexuelle passe au second plan. Pour les anarchistes, au contraire, l'amour libre est directement applicable. Tous les anarchistes s'accordent à dire que le mariage doit être aboli. Cependant, ce rejet n'implique pas toujours celui de la famille et de la vie en couple. Certains, comme Kropotkin ou Jean Grave, émettent des réserves quant à l'amour libre, y voyant un risque de voir perpétrer les appétits sexuels exacerbés. Dans ses mémoires, Emma Goldman fait part du fait que lors des conférences qu'elle fait sur l'amour libre, où elle parle aussi de contraception et d'homosexualité, elle doit affronter plus de censure dans ses rangs que dans ceux des policiers présents. Comme sur beaucoup de questions, les anarchistes sont donc partagés sur celle de l'amour libre, les positions variant entre ceux qui défendent l'union libre et ceux qui défendent l'amour libre, compris plus largement. Pour les premiers, la famille naturelle doit succéder à la famille légale et au mariage. C'est le cas notamment de Michel Bakounine, pour qui deux personnes majeures et de sexes différents doivent pouvoir s'unir et se séparer selon leur volonté et sans que la société ait le droit d'empêcher leur union ou de les y maintenir. Les seconds considèrent que les rapports sexuels ne doivent entraîner ni obligation, ni devoir, ni droit et qu'ils ne doivent pas obligatoirement être accompagnés ou suivis de cohabitation. Au début du XXe siècle, le discours des anarchistes s'oriente de plus en plus vers un amour libre qui aille au-delà d'une simple union libre, trop proche pour eux du mariage, en ce qu'elle est synonyme d'engagement, donc de droit et d'obligation. Tous les défenseurs de l'amour libre n'ont cependant pas la même conception de la manière dont il doit être interprété. Certains en ont une conception qui, à nos yeux contemporains, peut sembler relativement classique. C'est le cas, par exemple, du pédagogue libertaire Paul Robin, qui, dans une brochure intitulée « Libre amour, libre maternité », précise que la jeune fille ne doit pas aliéner sa liberté et se marier à tort. Elle peut avoir les amants qui lui plaisent sans se soucier de considérations morales, mais il sous-entend qu'avoir des enfants n'est envisageable qu'avec un compagnon avec lequel elle peut s'associer définitivement et de façon à pouvoir élever ses enfants dans les meilleures conditions possibles. Il privilégie donc la famille classique, alors que pour d'autres, les enfants peuvent être élevés en dehors des liens familiaux. D'autres trouvent qu'aucune limite ne doit exister et que les individus doivent être libres de changer de partenaire au gré de l'évolution de leurs sentiments, de leurs envies ou des circonstances. D'autres encore trouvent que l'amour libre ne doit pas être limité à une seule personne. C'est le cas notamment du français Émile Armand, qui est sans doute le principal théoricien de l'amour libre. Dans le journal L'Ère Nouvelle, qu'il fonde en 1901 avec sa compagne Marie Kugel, il se prononce en faveur de la multiplicité des partenaires, ce qu'il appelle l'amour plural, c'est-à-dire la faculté ou le pouvoir ou les possibilités d'aimer simultanément plusieurs camarades, ce qu'on appelle le polyamour actuel. L'amour n'est dès lors plus simple sentiment, il acquiert une nouvelle dimension, celle du besoin physiologique. Les anarchistes considèrent que le désir sexuel est sain et naturel. Émile Armand encourage donc les rencontres amoureuses et sensuelles en précisant qu'il ne s'agit pas
d'encourager la débauche et qu'une éducation sexuelle préalable est nécessaire, notamment en matière de contraception. Alors, Émile Armand franchit un pas supplémentaire dans la période de l'entre-deux-guerres et fait évoluer sa conception de l'amour libre vers ce qu'il appelle la camaraderie amoureuse. Développée cette fois dans les colonnes du journal L'En-dehors, qu'il fonde en 1922, ces idées sont rassemblées dans plusieurs brochures publiées dans les années 1920 et 1930. Ça va mieux comme ça ? Oui. Sa définition de l'amour sépare dès lors définitivement les sentiments de la sexualité, même si les deux peuvent exister ensemble. Je le cite, « Ici, nous désignons par le terme amour soit l'attirance ou la passion sexuelle, soit le désir et la satisfaction de l'appétit sexuel, satisfaction manifestée par le coït ou réalisée par le besoin de toucher, caresser, embrasser le sexe opposé ou même plus simplement de jouir de sa présence. » La camaraderie amoureuse implique qu'il n'y a rien de répréhensible à avoir des relations sexuelles avec des camarades, même sans qu'il n'y ait de sentiments. Voyant dans la multiplication des relations sexuelles un moyen de créer et de renforcer des liens sociaux, Émile Armand encourage ses congénères à accepter par camaraderie de satisfaire les besoins sexuels d'une personne qu'on estime, sans que ce ne soit ressenti comme un devoir, pour autant, cependant, que cela concerne des personnes ayant atteint l'âge de la puberté et qu'il n'y ait pas de contraintes. Émile Armand encourage donc les camarades, et spécialement les femmes, plus réticentes à accorder leur faveur, à ne pas être avares de leur faveur, justement, dans un esprit de réciprocité et d'association volontaire. Il considère que l'amour libre s'adapte à tous les sentiments, constant, volage, tendre, passionné, voluptueux, etc., et peut revêtir plusieurs formes, je le cite, couple durable ou passager, ménage à plusieurs, polygénique ou polyandrique, union unique ou plurale ignorant la cohabitation, affection centrale basée sur des affinités d'ordre plutôt sentimental ou intellectuel, autour desquelles gravitent des amitiés, des liaisons d'un caractère plus sensuel, plus voluptueux, plus capricieux, milieu de camarades où se pratique le tous à toutes, toutes à tous. Même les liens sexuels entre proches parents ne sont pas exclus. Dans l'esprit du droit à la jouissance pour tous de Fourier, il s'agit d'éviter, en amour comme dans les autres domaines de la vie en société, le monopole et les obstacles à la vie individuelle. Défenseur de l'amoralisme, entendu comme absence de morale et non comme immoralisme, il rejette toute limite à l'épanouissement de l'individu dans la sexualité, que celle-ci soit légale, religieuse ou morale. Les propos d'Armand suscitent évidemment de nombreuses controverses chez les anarchistes. Pour beaucoup, l'amour libre relève encore à ce moment plus d'un idéal que d'une pratique effective, et l'amour fort entre deux êtres reste valorisé. La camaraderie amoureuse soulève plusieurs questions. Dans quelle mesure peut-on refuser les avances d'un camarade ? Accepter au nom de la camaraderie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un pour qui l'on n'éprouve aucune attirance physique ne relève-t-elle pas du sacrifice ? N'y a-t-il pas un risque d'établir un communisme sexuel qui entraverait la liberté individuelle ? Autant de questions qui font l'objet de nombreux débats dans la presse anarchiste. Cependant, aussi libéraux les anarchistes soient-ils, la question de l'homosexualité reste relativement absente de leur discours. Même quelqu'un comme Armand, bien qu'il reconnaisse aux homosexuels des deux sexes les mêmes droits et libertés en matière de sexualité qu'à tous, continue à considérer l'homosexualité comme une anomalie sexuelle. Les seuls à englober l'homosexualité dans la question de l'amour libre sont homosexuels eux-mêmes, comme John Henry Mackay. Il faut attendre les prémices de la révolution sexuelle des années 1960 pour que cette question occupe une place plus importante dans leur discours. Aux États-Unis, par exemple, dans les années 1950, les beatniks s'opposent à la primauté non seulement de la monogamie, mais aussi de l'hétérosexualité. Cette idée est aussi défendue par le mouvement hippie et son modèle de société hédoniste, incarné par la célèbre formule « Faites l'amour, pas la guerre ». Après l'explosion de mai 68, la question prend de l'ampleur et des groupes de défense d'homosexuels sont souvent, les groupes de défense des homosexuels qui sont créés à cette époque-là sont souvent d'ailleurs inspirés d'idéaux libertaires. Alors, pour que l'amour libre puisse être réalisable, il doit être assorti de 3 conditions.
Première condition, la femme doit être émancipée et être l'égale de l'homme. Très rapidement, les discours sur l'amour libre intègrent une dimension féministe. L'amour libre ne peut être véritablement libre que si la femme est émancipée, et ce, immédiatement. Ça, c'est valable pour tous les anarchistes, sauf pour un, le précurseur de l'anarchisme lui-même, Pierre-Joseph Proudhon, qui est connu pour ses phrases assassines envers les femmes, qu'il considère comme étant à mi-chemin entre l'homme et l'animal, et qui consacre pas moins d'une 50aine de pages dans son ouvrage de la justice dans la Révolution et dans l'Église, à démontrer l'infériorité physique, intellectuelle et morale de la femme. Hormis lui, tous les autres sont d'accord pour dire que la femme doit être l'égale de l'homme. Alors l'indépendance de la femme doit être réalisée non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sexuel. Les anarchistes souhaitent qu'il soit mis fin au patriarcat et que les individus des deux sexes soient libérés de toute forme d'oppression, y compris dans le cadre de la vie familiale. Aussi bien l'homme que la femme doivent pouvoir s'épanouir dans le cadre d'un amour libéré des conventions sociales et religieuses. Il est à noter toutefois que leur discours n'est pas toujours dénué de stéréotypes misogynes. Ils reconnaissent souvent que les femmes ont effectivement les défauts qu'on leur attribue généralement, mais atténuent cette affirmation en disant que c'est la conséquence de la situation de soumission et du manque d'éducation dans lequel on les maintient. Traditionnellement, dans la hiérarchie du couple et dans les relations sexuelles comme dans la société, l'homme est considéré comme actif et la femme comme passive. Les anarchistes revendiquent au contraire la libération sexuelle de la femme, qui ne sera à l'ordre du jour que lors de la révolution sexuelle des années 1960-1970. Jusque-là, le modèle qui s'impose est celui de la femme au foyer, dépendante de son mari. Et même lorsque la femme travaille ou est forcée de travailler pour permettre au ménage d'avoir des ressources suffisantes, c'est le cas notamment dans le milieu ouvrier, elle reste attachée au foyer, donc elle assume bien souvent la charge, après sa journée de labeur. Sur ce point, les anarchistes se différencient des féministes de la première vague, donc sur l'aspect émancipation immédiate. Ils se différencient des féministes de la première vague en ce qu'ils estiment que la femme ne doit pas attendre pour que les maîtres du monde, comme ils les appellent, leur accordent miette à miette de petites libertés successives. Certaines femmes anarchistes, comme Emma Goldman, que j'ai déjà citée, considèrent que si la conquête des droits pour la femme peut être importante, ce n'est pas suffisant, car non seulement cela maintient la femme sous la coupe de l'État, mais aussi cela tend à négliger la dimension individuelle de la femme au profit de sa condition de citoyenne. Emma Goldman constate aussi que certains discours féministes, mettant par exemple en exergue la maternité, ne contribuent pas à libérer la femme de l'emprise de l'homme sur sa vie. Elle accorde donc une place centrale à la femme, estimant que l'anarchisme ne serait une réussite que si l'homme et la femme sont libres en amour. L'amour libre devient alors une condition du développement de l'individu dans toutes ses dimensions, au-delà des rôles qui lui sont imposés par la société. Ces arguments serviront d'ailleurs de terreau à la troisième vague du féminisme, dont les aspirations sont finalement assez proches de celles des anarchistes. Cette troisième vague accorde en effet plus d'importance à l'individu, à la diversité dans le groupe, et place l'accomplissement individuel avant l'accomplissement en tant que femme ou en tant que citoyenne. Deuxième condition pour que l'amour libre soit réalisable, il faut pouvoir éviter les grossesses non désirées. La femme doit donc rester maître de sa fécondité et donc pouvoir disposer de moyens de contraception. Certains même, déjà à la fin du XIXe siècle, défendent le droit à l'avortement. Les anarchistes mènent donc un combat en faveur de ce qu'ils appellent la procréation consciente ou la libre maternité et adhèrent aux idées néo-malthusiennes qui se développent à la fin du XIXe siècle. Pour rappel, le néo-malthusianisme est basé sur les théories de Malthus, mais s'en différencie en proposant comme solution au problème de la surpopulation la contraception plutôt que l'abstinence. Pardon ? Ou la guerre. Ou la guerre, oui.
Les anarchistes voient donc dans la contraception non seulement un moyen de limiter le nombre d'hommes et de femmes potentiellement exploitables par l'État et par l'économie capitaliste, mais aussi un moyen de libération sexuelle. Ils propagent donc les idées néo-malthusiennes dans leur presse, publient des brochures sur le sujet et n'hésitent pas à braver la loi en faisant de la publicité pour les moyens de contraception. Pour rappel, à l'époque, en Belgique, au moment où le néo-malthusianisme émerge, la publicité pour la contraception est considérée comme un délit d'outrage aux mœurs, non seulement pour des raisons morales, mais aussi parce qu'à cette époque, le pays a besoin de main-d'œuvre. Le mouvement néo-malthusien prenant de l'ampleur, une loi est adoptée en 1923 afin de limiter son impact. Elle a interdit l'exposition, la distribution et la publicité des moyens entraînant la conception. La publicité pour la contraception ne sera autorisée qu'à partir de 1973, soit 5 ans après la légalisation de la pilule contraceptive. Les anarchistes avancent deux arguments essentiels en faveur de la contraception. D'une part, tout être humain a dès la puberté des besoins sexuels dont la satisfaction est aussi nécessaire que celle de la faim. Il doit pouvoir les satisfaire sans entrave. Or, les anarchistes, je cite, n'entendent nullement renoncer aux joies que procurent les relations sexuelles ou se soumettre à une continence qui paraît absurde à des êtres positifs sur lesquels le mystère n'a pas de prise. D'autre part, contrairement à ce que les normes sociétales laissent entendre, nul n'a le devoir a priori de procréer. La femme doit pouvoir choisir de devenir mère si elle le veut et quand et avec qui il lui plaît. Enfin, troisième condition pour que l'amour libre soit applicable, c'est l'éducation. Il faut que l'amour libre puisse être pratiqué en pleine conscience et il doit donc être assorti d'une éducation sexuelle donnée dès l'enfance, en particulier sur ces fameux moyens de contraception, afin d'éviter non seulement les grossesses indésirées, mais aussi les maladies vénériennes. Alors ça, c'était pour la théorie, mais qu'en est-il en pratique ? Si les anarchistes se montrent très ouverts sur la question de l'amour libre en théorie, ils rencontrent de nombreuses difficultés à le mettre en pratique, que ce soit dans la sphère privée ou collectivement dans les syndicats, les communautés ou les écoles libertaires. Alors il y a bien quelques expériences de pratique de l'amour libre réussies. Albert Libertat, par exemple, est connu pour avoir accumulé les conquêtes amoureuses et pour avoir vécu à Montmartre une relation épanouie avec les sœurs Amandine et Anna Mahé. Emma Goldman se réjouit dans ses mémoires de la vie commune qu'elle a menée avec Alexander Berkman et Modest Stein. Mais dans la majorité des cas, il semble que ceux qui veulent mettre l'amour libre en pratique se heurtent à des difficultés telles que la jalousie et la retenue des femmes. Celles-ci craignent pour leur réputation et redoutent les grossesses, malgré la publicité qui est faite en parallèle pour les moyens de contraception. En outre, alors que les hommes reprochent aux femmes d'être trop pudibondes, ces dernières leur reprochent de ne concevoir l'amour libre que comme un moyen leur permettant d'assouvir leurs désirs, et elles les accusent de se montrer beaucoup moins empressées lorsqu'il est question d'émancipation matérielle et intellectuelle. Et il est vrai que malgré leurs beaux idéaux d'égalité entre les hommes et les femmes, la répartition des rôles entre eux dans les milieux anarchistes reste très conventionnelle. Globalement, les hommes maintiennent le devant de la scène, tandis que les femmes s'occupent des tâches de second plan. C'est le cas notamment dans les milieux libres, où ce sont elles majoritairement qui s'occupent des tâches ménagères. À titre d'exemple, ce décalage entre la théorie et la réalité sera à l'origine de la création du mouvement Mujeres Libres, femmes libres, dans l'Espagne révolutionnaire de 1936. Dans les expériences de vie en communauté, telles que les milieux libres ou les colonies anarchistes, l'amour libre est la cause de difficultés parfois à l'origine de la fin de la communauté. Ces communautés, créées pour prouver la viabilité des idéaux anarchistes et devant servir d'exemple destiné à se propager, se heurtent à plusieurs obstacles à la réalisation de l'amour libre. Le manque de femmes, la jalousie et la persistance du modèle du couple et de la famille traditionnelle. À la Sicilia, par exemple, la première communauté de ce type, fondée en 1890 au Brésil par l'anarchiste italien Giovanni Rossi, l'amour libre suscite des conflits entre les ouvriers et les familles de paysans, celles-ci étant peu enclines à tout mettre en commun,
à tel point que ce sera une des causes principales du démantèlement de la colonie 4 ans plus tard. Les nombreux milieux libres créés dans son sillage à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment en France, rencontrent des difficultés similaires. La jalousie crée des tensions importantes. Par exemple, j'y vais franchement. La jalousie crée des tensions importantes, par exemple, dans la colonie anarchiste L'Expérience, qui existait à Bruxelles entre 1905 et 1908. À la fin de l'année 1907, son fondateur, Émile Chapelier, a introduit dans la communauté Laurence Leclerc, une actrice avec laquelle il entretient une liaison. Sa compagne, Valentine David, n'apprécie guère. Je vous conseille de faire l'expérience, vous verrez que ce n'est pas si facile. Afin de justifier sa liaison, Émile Chapelier écrit une pièce de théâtre intitulée L'amour en liberté, dans laquelle les personnages jouent leur propre rôle. Donc la colonie donnait régulièrement des pièces de théâtre à gauche à droite, et en l'occurrence, les deux dames interprétaient leur propre rôle. À la fin de la pièce, Valentine unit elle-même les deux autres parce qu'elle comprend l'importance de l'amour libre. Valentine David a cependant beaucoup de mal à s'accommoder de la cohabitation dans la réalité, surtout lorsqu'Émile Chapelier veut l'obliger à partager son lit avec lui et Laurence Leclerc. La situation s'envenime jusqu'à la dissolution de la colonie en février 2008. 1908. Elle redoutait beaucoup. Alors, les difficultés économiques que la colonie rencontrait depuis plusieurs mois sont la cause principale de cette dissolution. Mais les problèmes liés à la promiscuité et à la difficulté de mettre l'amour libre en pratique ont sans doute accéléré sa fin. Il est intéressant de noter que quelques mois avant ces événements, Émile Chapelier déclarait dans un article du journal Le Matin relatif à la colonie que bien qu'il soit favorable à l'amour libre, les colons étaient très moraux et monogames. Tenait-il ces propos par conviction ou pour ne pas choquer les mentalités? On ne sait pas trop. Donc ce type de problème lié à l'amour libre était fréquent dans les communautés anarchistes et les exemples de pratiques réussies de l'amour libre y sont rares. On en connaît un, c'est celui de Sofia Zajkowska, qui vit un amour plural avec Victor Lorenc et Georges Buteau de 1913 à 1924, donc pendant 11 ans, dans la colonie naturiste et végétalienne de Bascon en France. En réalité, dans la plupart des cas, et quoi qu'en disent les rapports de police et la presse conservatrice, l'amour libre n'est pas ou peu pratiqué dans les communautés anarchistes. Malgré les volontés de libération sexuelle, la jalousie, les conventions sociales, la suprématie du couple continuent de prédominer. Même dans les multiples communautés d'inspiration libertaire, les communautés néo-rurales à la campagne ou les squats dans les villes qui fleurissent dans les années 1970 aux États-Unis et en Europe dans le sillage de la libération sexuelle, la jalousie et la domination continuent de poser des problèmes. La sexualité s'y pratique certes de manière beaucoup plus libre. L'anarchiste canadienne Anne Hansen, par exemple, écrit qu'elle a eu l'occasion de vivre dans des communautés où les lits étaient partagés entre anarchistes, féministes, voyageurs, homosexuels et autres activistes, et où la sexualité s'y pratiquait de manière très ouverte et à la vue de tous, y compris l'amour plural. Cette liberté sexuelle, rendue notamment possible grâce à l'apparition de la pilule contraceptive, qui a donné une énorme impulsion évidemment à la libération sexuelle de la femme, reste cependant limitée par la persistance du modèle du couple et de la domination dans les relations. En plus de ces difficultés internes, les communautés anarchistes ou libertaires se heurtent à des obstacles extérieurs. Ce peut être le propriétaire du lieu qu'ils occupent, les voisins, les autorités ou encore la presse. Et l'amour libre est souvent la question qui va cristalliser les oppositions. Elle est souvent récupérée par les journaux conservateurs pour critiquer l'anarchisme qu'ils assimilent à un retour à l'état sauvage et qui les amène à considérer l'anarchisme comme une théorie dont le seul but serait la mise en commun des femmes, la prostitution. Ces pressions externes provoquent par exemple la démission de Paul Robin
donc le pédagogue libertaire Paul Robin, de ses fonctions à l'orphelinat Prévost de Sampuy en 1894, orphelinat dont la responsabilité lui avait été confiée en 1880 par le ministère de l'Instruction publique et où il expérimentait les principes anarchistes d'éducation intégrale. Son éjection advient à la suite d'une campagne du journal socialiste La Libre Parole qui dénonce la porcherie de Sampuy et accuse Paul Robin de pervertir les enfants. Pourtant, l'éducation sexuelle s'y limitait à la mixité des activités et à l'apprentissage de la vie en communauté basée sur le principe de la famille naturelle. Car même dans les rangs anarchistes, l'éducation sexuelle des enfants reste une question délicate et suscite de nombreuses discussions. Même à la Ruche, l'école libre créée par Sébastien Faure en 1904, en dehors de toute tutelle étatique, l'éducation sexuelle reste limitée finalement à une description des mécanismes de la reproduction. Désolé. En deux occasions, et bien avant que la révolution sexuelle ne rende en quelque sorte certains des principes anarchistes incontournables, les idéaux anarchistes en matière d'amour libre ont eu un champ d'application plus large. La première est la période qui suit la révolution russe de 1917. Le nouveau gouvernement soviétique inclut à son programme de construction d'une société nouvelle des mesures visant à l'émancipation de la femme, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Son but est de saper les bases traditionnelles de la famille, notamment la religion, de rallier les femmes à la cause révolutionnaire et de s'assurer la collaboration des jeunes générations. Dès décembre 1917, le mariage civil est substitué au mariage religieux. L'égalité entre les hommes et les femmes est proclamée, notamment sur le plan du droit de vote, de l'éligibilité, du salaire. La différence entre enfants légitimes et enfants illégitimes est supprimée. L'adultère et l'homosexualité sont dépénalisés. Le divorce peut avoir lieu sur simple demande d'un des conjoints. Ces mesures, qui vont contribuer à la libération sexuelle de la jeunesse russe, sont notamment l'œuvre d'Alexandra Kollontai, cette militante féministe russe qui adhère au courant bolchevique en 1915, où elle est responsable des questions liées au féminisme, et commissaire au peuple à l'assistance publique en 1917. Elle dirigera un temps aussi le Genotdel, le département du parti chargé des affaires féminines. Pardon ? Donc Alexandra Kollontai a des idées très très libertaires en matière d'amour libre. Considérant que le mariage et la fidélité, ce qu'elle appelle la captivité amoureuse, sont amenés à disparaître, elle se prononce en faveur de l'amour-jeu ou de l'amitié érotique, pouvant inclure l'amour plural, qui n'est pas sans évoquer les idées d'Émile Armand. Elle s'oppose notamment à l'obligation d'enregistrer le mariage promulguée par le premier code de la famille en 1918. Ces idées libertaires en matière de libération sexuelle la mettent d'ailleurs en désaccord avec Lénine et soulèvent les critiques auprès de plusieurs membres du parti, préoccupés notamment par l'accroissement du nombre de divorces et d'avortements qui suit la promulgation de ces mesures. Pour eux, l'amour personnel doit être subordonné à l'amour de la collectivité. Et ils trouvent que les jeunes gaspillent trop d'énergie dans leurs préoccupations sexuelles auxquelles ils accordent plus d'importance qu'à la productivité qu'exige notamment la mise en place de la nouvelle économie politique en 1921. Peu à peu, et surtout après l'arrivée de Staline au pouvoir, l'idée de l'ascétisme du révolutionnaire reprend le dessus et la famille sera à nouveau considérée comme cellule de base de la société. La deuxième circonstance dans laquelle l'amour libre a pu connaître un champ d'application plus large est l'Espagne révolutionnaire de 1936. La guerre civile et la révolution sociale ont en effet permis la réalisation de principes d'une sexualité libérée tels qu'ils avaient été élaborés avant 1936. C'est le cas particulièrement en Catalogne, où des décrets légalisent l'avortement réalisé pour des raisons thérapeutiques, eugénistes ou éthiques, simplifient les procédures de divorce et rendent beaucoup plus accessibles les moyens de contraception. Des mouvements tels que la Fédération des jeunesses libertaires ibériques et Mujeres Libres distribuent des stérilets. Pendant cette période, les pratiques sexuelles sont beaucoup plus libres que dans la société espagnole traditionnelle, même chez les femmes.
Les membres de Mujeres Libres se considèrent désormais libres de s'unir aux compagnons de leur choix sans devoir obtenir l'aval au préalable de l'État ou de l'Église. Elle propose aux femmes des cours sur la sexualité et le plaisir. Toutefois, même dans ce contexte de liberté, les pratiques ne vont pas jusqu'à l'amour plural et restent considérées comme relevant du domaine privé, ne devant donc pas devenir un objectif de lutte en tant que tel. Les hommes, de leur côté, apprécient le climat de liberté sexuelle, mais semblent beaucoup plus réticents quand il est question de celle de leur compagne. Classique, oui. J'en arrive à la conclusion. J'ai intitulé cette communication L'amour libre chez les libertaires entre utopie et avant-garde. Parce que les conceptions de l'amour libre anarchiste relèvent des deux, de l'avant-gardisme et de l'utopisme. Les anarchistes ont formulé bien avant l'heure des propositions en matière de libération sexuelle qui font encore rougir beaucoup de personnes en ce début du XXIe siècle. Leurs idées, comme celles d'autres mouvements favorables à une plus grande liberté sexuelle, ont sans doute contribué à ce que certaines pratiques courantes actuelles soient devenues normales. Changement de partenaire, vie en couple sans mariage, cohabitation légale, cohabitation même sans reconnaissance légale, etc. En matière de libération sexuelle, ils ont indéniablement été à l'avant-garde et le sont encore, car il s'agit là d'un combat qui n'est pas terminé. L'hypervisibilité de la sexualité donne en réalité une fausse impression de libération sexuelle. Des interdits politiques et religieux, on en a parlé ce matin et tout à l'heure, des interdits politiques et religieux continuent d'exister en la matière. La pression de la société reste forte pour qui veut y rester intégré et affronter ces interdits religieux. On l'a dit aussi, si dans les pays occidentaux la sexualité en mariage n'est plus pénalisée, il ne faut pas oublier que dans certains pays, la femme adultère est encore lapidée. La sexualité des femmes reste exploitée au profit des hommes. Même à présent, les femmes qui multiplient les partenaires sexuels sont jugées moralement, alors que du côté des hommes, c'est plutôt valorisé. Enfin, la contrainte de l'hétérosexualité reste très présente. Le problème que soulevait déjà Emma Goldman reste très actuel. La société continue de faire croire que l'individu ne peut être épanoui sans le romantisme, sans la sécurité financière et sans le statut qui accompagne traditionnellement le mariage ou, de nos jours, la cohabitation légale. L'amour libre, tel qu'il est pensé par les anarchistes, revêt par ailleurs une dimension utopique tout aussi indéniable, à l'exception de quelques expériences communautaires des années 1960 et 1970, rapidement réfrénées d'ailleurs par le retour à la norme et, par l'arrivée du virus du sida dans les années 1980, la pratique de l'amour libre s'est presque toujours avérée difficile. Même dans les milieux libres anarchistes, l'amour libre s'est heurté à la morale, à la religion et aux traditions. Et les relations autoritaires ont persisté dans les relations entre les individus. Pourtant, il reste un élément essentiel de l'utopie anarchiste contemporaine. Les mouvements anarchistes contemporains restent très actifs dans les questions du genre et de la sexualité, notamment sous l'influence du féminisme radical et du mouvement LGTB. Le mouvement anarchiste queer, par exemple, et l'anarcho-féminisme ont développé une analyse contemporaine de la société dans laquelle la libération sexuelle occupe une place centrale en tant qu'énergie positive et créatrice détournée vers la rentabilité par le système économique libéral. Dans leur discours, les idées anarchistes des 19e et 20e siècles restent des références. Je vous remercie. Voilà, merci pour cette exposition.